Les mathématiques ne sont écrites que pour les mathématiciens. Nicolas Copernic. Les mathématiques sont donc, on le comprend, écrites grâce à un langage spécifique et c'est ce qui en fait une matière si particulière et parfois si peu accessible pour le commun des mortels. Il existe des codes, des notations, des abréviations, des symboles, etc., des conventions qu'il est parfois nécessaire et bien souvent tout le temps nécessaire de maîtriser. Et c'est sans doute la principale différence entre les mathématiques de lycée et les mathématiques de classe préparatoire. Là où au lycée on allait être plus laxiste, on allait autoriser des petits écarts entre guillemets sur les notations, il ne sera pas toléré de s'écarter de ces notations en classe préparatoire. La rigueur des notations est beaucoup plus importante en classe préparatoire. Bienvenue à tous dans ce guide complet pour réussir les mathématiques en classe préparatoire HEC. Cette vidéo s'adresse à tous les étudiants en prépa HEC ou qui s'apprêtent à y rentrer. Le but de cette vidéo, en fait, c'est de concentrer en une vidéo énormément de conseils et d'astuces pour les mathématiques pour éviter d'avoir à aller sur plein de vidéos différentes. Donc évidemment, cette vidéo sera un peu longue, mais c'est parce qu'elle a pour objectif de concentrer un maximum de conseils. Alors, cette vidéo va, on va dire, traiter deux types de choses. Première chose, même si ce ne sera pas forcément grand 1 et grand 2 comme dans une dissertation, mais je dirais qu'il y aura plus l'aspect pour les étudiants qui vont rentrer en prépa HEC, qui aimeraient savoir connaître les mathématiques en prépa HEC, comment se passe la prépa HEC, comment comprendre la différence avec la terminale, mais aussi une deuxième partie qui sera plus, une fois que vous êtes arrivé en prépa HEC, comprendre comment progresser et comment travailler de manière très efficace en prépa. Sachez avant de commencer d'ailleurs que dans la description j'ai mis un lien qui vous permet d'accéder à une série de 7 vidéos gratuites pour obtenir dans votre boîte mail pendant les 7 prochains jours 7 conseils bonus qui sont un peu, je dirais, un peu en dehors des sentiers battus, un peu plus, des hacks que personne ne vous dit en prépa HEC et qui vont vous permettre de progresser encore plus, et donc ce sera en complément de cette vidéo. Première partie, qu'est-ce que les mathématiques en prépa HEC? Donc là, évidemment, cette partie va beaucoup plus s'adresser à des étudiants qui sont au lycée et qui aimeraient donc en savoir un peu plus sur les mathématiques en prépa HEC. Alors, quand je dis prépa HEC, je parle, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, donc des 3 filières de prépa HEC, c'est-à-dire la prépa ECS, la prépa ECE et la prépa ECT. Donc en fonction de si vous venez de S, ES ou SMG. Donc en gros, la matière des mathématiques est la plus importante en prépa HEC. Donc vous pouvez voir au niveau des coefficients à l'écran, en fait, que c'est évidemment la matière la plus importante en ECS. Et en ECE et ECT, c'est la matière, on va dire, à égalité avec l'ESH en ECE et le management en ECT. Donc vous pouvez voir à l'écran donc, les coefficients. Donc chaque filière, pour chaque école, a 30 coefficients. Et donc ensuite, il va y avoir une moyenne qui va être faite, une moyenne pondérée. Et donc vous voyez qu'au niveau des coefficients, les mathématiques sont toujours très coefficientées. Et donc les mathématiques vont jouer un rôle très important dans votre admission au niveau des écoles. Donc c'est clairement une matière à ne pas négliger, et on verra après pourquoi en plus par rapport à ces coefficients, pourquoi leur poids est encore plus important. Vous allez comprendre ça par la suite. Donc l'un des principes, je dirais, des mathématiques qui est très important à comprendre avant de rentrer en prépa HEC, c'est que c'est une épreuve qui va être très longue et qui va être quasiment impossible à terminer. C'est-à-dire que vraiment la longueur du sujet a été étudiée pour que vous ne puissiez pas la finir. Donc d'ailleurs c'est assez bien fait parce que c'est pas non plus trop long, parce que si c'était trop long en fait on choisirait nos exercices en fonction de nos préférences, donc il faut quand même, bon même si on peut choisir les exercices, il y a quand même quelque chose qui est fait pour que les personnes fassent environ 60 à 70% du sujet. Après ils ont bon ou pas bon hein, évidemment. Donc attention, ça ne veut pas dire que personne n'a 20. En fait, si vous faites 60% du sujet, vous pouvez avoir 20. Ça va dépendre de la difficulté du sujet, ça va dépendre de plein de choses. La première chose à comprendre, c'est que donc, le professeur, donc, dans le cadre d'un DS, ou le concepteur de sujet dans le cadre d'un concours, va d'abord donc
créer un sujet. Donc il n'est pas tout seul, j'imagine, au concours, ils sont plusieurs, ils vont chacun faire un exercice, j'imagine, ça je suis pas sûr, mais au niveau du professeur, il va faire son sujet, tout simplement. Donc il va faire son sujet, par exemple un sujet, on va dire, de 100 questions, par exemple. Pour chacune de ces questions, le professeur va établir un barème. C'est-à-dire que, premièrement, il va définir un nombre de points par question. Donc par exemple, ça peut être entre 1 et 4 points par question, c'est un exemple. Une question facile rapportera 1 point, et une question difficile rapportera 4 points, par exemple. Et ensuite, il va aussi, on va dire, définir lui-même au niveau de sa notation, par exemple, pour obtenir 100% des points, il faut mettre ça, ça, ça. S'il manque ça, ça enlève 50% des points. S'il manque ça, ça enlève 20% des points, et voilà. Et donc il va faire en gros un barème par question même. Donc voilà. Il va y avoir ça, donc il va y avoir un nombre de points total, le barème total. Donc par exemple, si c'est 1 point, 2 points, 3 points, 4 points sur 100 questions, on va peut-être arriver à un total de 250 points par exemple. Et voilà. Ensuite, une fois qu'il y a ça, et les élèves vont donc plancher sur le sujet, et donc à la fin de la correction des copies, le professeur va donc étaler les notes en fait sur des notes entre 0 et 250. Alors, disons par exemple que les notes dans la classe s'étalent entre 30 et 220. Donc, c'est-à-dire que le meilleur élève a obtenu 220 et le pire élève a obtenu 30. Donc, c'est très simple. Celui qui aura eu 220, la note maximale, aura 20 sur 20, tandis que l'élève qui a eu la pire note aura 0 sur 20, ou en tout cas un peu moins, enfin un peu plus, pardon, peut-être 1 sur 20, en gros 30 sur 220, fois 20. Donc voilà, je mets 0 sur 20 pour simplifier. Donc ensuite, le reste des notes va suivre une courbe de Gauss. Donc en gros, il va y avoir deux effets. Premièrement, il y a un effet naturel, c'est-à-dire que naturellement, les notes ont tendance à être en courbe de Gauss. C'est-à-dire que naturellement, il y a tendance à avoir un noyau avec beaucoup plus de notes autour de 10 sur 20. Et donc ça, c'est quelque chose qui est naturel, mais même en plus de ça, il va y avoir une harmonisation des notes pour arriver à une courbe de Gauss. Donc je m'explique. Donc non seulement il y a l'effet naturel qui fait qu'on a une courbe de Gauss, mais en plus de ça, si par exemple on a beaucoup d'élèves qui vont, un peu trop d'élèves qui vont être près du 20 sur 20, eh bien quelqu'un qui aura obtenu, je dirais, 80% des points du premier, n'aura plus 16 sur 20, donc 80% de 20, mais peut-être un peu moins, parce qu'il y aura eu beaucoup de personnes qui se seront concentrées près du 20 sur 20. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, l'objectif du prof est donc d'avoir une courbe de Gauss à la fin. Donc certes, il y a l'effet naturel de la courbe de Gauss, mais ensuite, après, il y a une harmonisation pour que il y ait effectivement une courbe de Gauss à la fin. Si par exemple, il y a eu des choses un peu inhabituelles, par exemple, trop de personnes en dessous de la moyenne, ou voilà, par exemple, si le premier élève est beaucoup trop bon en fait et met énormément de points aux autres, et bien dans ce cas-là, il faudra faire une harmonisation. Mais à la fin, il y aura donc une courbe de Gauss. Donc c'est très important en fait d'être conscient que la note se fait relativement aux autres, même si en réalité les maths c'est objectif et c'est sur un nombre de points, en fait ça se fait carrément par rapport aux autres, par rapport à votre classe. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Et il faut bien prendre en compte aussi que comme c'est une courbe de Gauss, eh bien, les derniers points sont beaucoup plus difficiles à obtenir que les premiers points. Ça veut dire que pour passer de 16 à 17, il faudra faire beaucoup plus d'efforts que pour passer de 8 à 9. Donc ça, c'est à prendre en compte dans votre méthodologie de travail, dans votre répartition du temps de travail dans votre semaine, par exemple. Donc au niveau de la courbe de Gauss, vous allez voir donc en fait qu'il va y avoir vraiment un classement qui va être effectué. Donc ceux qui seront le plus bas, ceux qui seront en fait à la gauche de la courbe de Gauss, ce seront les élèves qui ont le plus de difficultés, et ce sont donc les élèves qui auront, on va dire, ce sera le plus facile de progresser parce que ces points sont plus faciles à obtenir. Donc on peut en tirer une conséquence sur l'effort à fournir en classe préparatoire. Non seulement, en règle générale, la progression dans une matière suit une courbe logarithmique, c'est-à-dire qu'en général, les premiers points sont toujours plus faciles à avoir. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, une matière littéraire, il suffit d'apprendre quelques auteurs et de les écrire de manière claire dans une copie, vous obtiendrez vos premiers points très facilement. Par contre, les points suivants seront beaucoup plus difficiles à obtenir. C'est le principe de la courbe logarithmique, ou en tout cas concave. Et
En fait, là, l'idée, c'est que cette idée s'accentue, en fait, ici. C'est que, du coup, les premiers points sont faciles à avoir, mais plus durs après. Donc, non seulement il y a l'effet de la concavité, de la progression dans une matière en prépa, parce que en maths, pareil, il y a des principes de base que vous allez apprendre très facilement, comme, je sais pas, par exemple, une récurrence, etc. Vous allez consolider vos connaissances, mais en plus de ça, il y a le principe de la courbe de Gauss qui fait que vous allez avoir plus de mal à progresser au fur et à mesure de votre progression. Donc, par exemple, si vous avez 12 en mathématiques, je n'ai pas parlé de ce cas-là, vous êtes déjà en fait dans le haut du groupe moyen, et donc vous rentrez déjà dans un endroit où il va être plus difficile de progresser. Partie 2, l'importance des notations. Donc j'en parlais dans l'introduction, les notations sont très très importantes en classe préparatoire, et en fait au lycée c'était beaucoup moins important, notamment parce que on avait d'autres éléments de discrimination. C'est-à-dire que comme le niveau était beaucoup plus faible, on n'allait pas discriminer les gens parce qu'ils n'ont pas écrit pour tout X appartenant à R. On n'allait pas discriminer les gens parce qu'ils ne mettaient pas de donc entre leurs phrases, et parce que c'était un problème de notation, c'est entre guillemets c'est un problème de riche par rapport au problème qu'il y a au niveau du bac. Donc ce qui fait que du coup en prépa on va vous demander beaucoup plus d'être rigoureux sur ça, vous allez vous en rendre compte dès le début. Donc c'est d'ailleurs pour cela et à cela que sert le premier chapitre de logique, donc qui va être le tout premier chapitre, et dans lequel vous allez apprendre et revoir les principes de base de la logique en mathématiques. Par exemple, je sais pas, la différence entre équivalence, donc si et seulement si, et dans un seul sens, le donc, l'implication. Et donc, si on vous demande par exemple de démontrer quelque chose qui est si et seulement si, et que vous utilisez des donc, ce n'est pas bon parce que vous n'avez montré que dans un sens. Et ça, c'est une erreur que 99% des gens vont faire en prépa au premier DS. En réalité, ça va pas énormément avoir d'impact sur la note parce qu'on est indulgent, mais c'est quelque chose qui va être très important, par exemple, au moment du concours. Et donc, on va commencer à vraiment discriminer au niveau de ces erreurs parce que c'est ultra important. Par exemple, donc là, je vais vous donner des petits exemples. X carré égale 4, équivalent à x égale 2. Voilà, ça c'est une petite erreur qui... On va pas vous enlever des points au lycée pour ça, alors que là c'est affreux, enfin c'est quelque chose qui va être affreux en prépa, vous voyez. On vous demande maintenant d'avoir une rigueur, et donc ça c'est pas acceptable. Donc c'est faux. Alors que si on dit si x égale 2, alors x carré égale 4, là c'est vrai. Par contre, si x carré égale 4, alors x égale 2, ou x égale moins 2, là c'est bon. C'est le ou qui est important, et donc les deux cas possibles. Donc un seul mot d'ordre en prépa, c'est bien la rigueur. Ensuite, par exemple dans la définition des fonctions, il est très important de définir l'ensemble de définitions des fonctions, de démontrer par exemple la dérivabilité d'une fonction avant de la dériver. Si l'on demande de montrer quelque chose pour x appartenant à un certain intervalle, un ensemble de définitions, il faudra dire pour tout x appartenant à cet ensemble de définitions, alors qu'au lycée on s'en fout totalement. Il y a aussi l'apparition d'un type de raisonnement, c'est le principe de récurrence. Donc le principe c'est simple, en gros on va donc là évidemment les S l'ont déjà fait au lycée, mais vous allez le revoir et l'utiliser beaucoup plus systématiquement et avec beaucoup plus de difficultés. Donc en gros l'idée c'est quoi? C'est que, là je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas le principe de récurrence. En gros c'est assez simple, on va vous demander de montrer une proposition qui dépend de n. Donc par exemple montrer que pour tout n, un égale 2n, voilà, c'est un truc très, très simple, mais voilà, peu importe. Et on va vous demander de montrer ça par exemple pour tout n appartenant à grand n, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels positifs. Donc par exemple 0, 1, 2, 3. Voilà. Et donc l'idée en gros c'est de commencer par montrer que c'est vrai pour le premier n, et ensuite de montrer que pour un n donné, si on dit que la proposition est vraie pour ce n et qu'on arrive à montrer que c'est vrai pour n plus 1, ça veut dire qu'en gros, si on prend un nombre au hasard, par exemple 7, on montre que c'est vrai pour 8. Évidemment, du coup, si on montre que c'est bon pour le premier et que peu importe le nombre qu'on prend, c'est bon pour le suivant, en fait on montre pour tout.
Voilà, donc ça c'est un raisonnement qui va être très utile en prépa et qui va en gros, quand on sait pas quoi faire, penser une récurrence. souvent ça débloque un peu. Et voilà, donc ça c'est quelque chose. Alors vous allez voir que la rédaction est assez complexe au début, mais que en fait ça se processise très facilement et ça permet d'aller plus vite. D'ailleurs c'est quelque chose dont je parle dans la formation gratuite de cette vidéo. Vous pouvez une série de 7 vidéos que vous pouvez retrouver dans la description, dans laquelle j'évoque comment aller plus vite sur la récurrence par exemple. Troisième partie, le cours en prépa HEC. Le cours en prépa HEC, il change radicalement du cours en terminale. Les cours en fait vont être beaucoup plus fournis, beaucoup plus complexes, il va y avoir beaucoup plus de théorèmes, beaucoup plus de définitions, beaucoup plus de propriétés. Il faut quasiment tout savoir. Alors comment est construit un cours? Je vais citer ici une citation qui est assez intéressante, c'est de Charles Caleb Colton qui dit que l'étude des mathématiques est comme le Nil qui commence en modestie et qui finit en magnificence. En gros l'idée c'est quoi? C'est que vous allez partir de choses simples et grâce à des raisonnements mathématiques, grâce à des démonstrations mathématiques, vous allez arriver à des choses plus complexes. Donc en fait, les cours de mathématiques sont construits de telle sorte à toujours tout démontrer. Vous allez d'abord montrer des propriétés du début, des fois on va admettre, et celles-ci vont vous permettre à la fin du cours de démontrer d'autres propriétés. Donc il va y avoir un enchaînement logique. C'est pour cela qu'il est obligatoire de relire son cours d'une traite, de manière globale, pour comprendre la logique globale. Il est impossible de faire comme en terminale et de simplement faire les exercices, les apprendre par cœur, sans comprendre la structure globale du cours. Il faut avoir une approche beaucoup plus globale et prendre beaucoup plus de recul. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment apprendre son cours? Alors moi je vais distinguer deux éléments dans un cours. Il y a les éléments du cours qui peuvent être appris uniquement grâce aux exercices. Donc en gros c'est quoi? Vous ne relisez pas votre cours et vous faites les exos. Vous regardez la correction, parce que vous n'avez pas réussi au début, parce que vous n'avez pas vu le cours, vous apprenez par cœur et vous arrivez à faire tous les autres exercices. Il y en a en prépa, il y en a toujours. Donc ça c'était ce qui était le cas en terminale tout le temps, mais il y en a aussi un peu en prépa. Et ensuite il y a tout le reste, tous les éléments qu'il faut forcément revoir en dehors des exercices. Simplement faire des exercices bêtement ne suffira pas. Donc je vais distinguer les deux. Déjà, la première partie, donc c'est ce qui va s'apprendre grâce aux exercices, grâce à la répétition et le fait de faire des exercices. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez utiliser votre mémoire mécanique. C'est par la répétition des exercices que vous allez retenir. Ça va s'ancrer en vous et ça va devenir naturel. Ça va devenir une habitude. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez même plus réfléchir. C'est le principe d'une habitude. Une habitude, c'est justement ce qui permet de se dégager notre conscience et donc d'agir sans réfléchir. C'est d'ailleurs ce qui va justifier le fait de faire une relecture très rapide à la fin de l'épreuve pour rechercher des éléments, des formules que vous connaissez, parce qu'en fait ça va tellement vous avoir marqué que vous allez retrouver des éléments qui vont vous faire penser à des formules que vous avez vues. Donc en fait quand il vous reste 30 minutes à la fin de l'épreuve, vous pouvez faire un petit jour et essayer de rechercher des formules qui vous disent quelque chose, qui vous parlent. Donc d'ailleurs cette méthode je l'enseigne dans ma série de cette vidéo, la méthode SBS, donc vous pouvez aller voir dans la description si ça vous intéresse. Comment bosser cette partie du cours? Alors, il s'agit de s'entraîner, il suffit de s'entraîner, de faire du volume. Il faut à la fois travailler la vitesse d'exécution des exercices, mais aussi la profondeur, c'est-à-dire toutes les variantes possibles de l'exercice autour de la notion. Donc deux éléments à bien comprendre, la vitesse d'exécution, plus vous allez faire quelque chose et plus vous allez être rapide à le faire. Par exemple les calculs, c'est très important d'être rapide à calculer en prépa HEC, mais également la profondeur, parce qu'une notion, l'exercice n'est pas toujours exactement le même, il y a toujours des petites variantes, donc c'est moi ce que je dirais la profondeur. Également donc deux choses à comprendre au niveau de ces exercices. Premièrement, plus vous travaillez une notion en faisant des exercices et plus vous la connaissez. Ce qui veut dire que plus le travail de cette notion devient inefficace, voire inutile. En gros, vous travaillez, les probabilités, vous le faites, au début vous galérez, ça commence à rentrer, maintenant c'est bon, vous savez faire des probabilités,
ben maintenant, 1 heure passée à faire des probabilités devient de moins en moins efficace. Et au bout d'un moment, ça devient inutile. Deuxième chose à savoir, c'est que plus le temps passe, et plus vous oubliez les anciens chapitres. Même si vous l'avez ancré dans votre mémoire mécanique, au bout d'un moment, vous allez perdre en rapidité, vous allez perdre en profondeur. Donc il redevient utile de revoir des anciens chapitres. Donc de ces 2 éléments découle qu'il est fondamental, lors de vos séances de travail de mathématiques, d'accorder une part non négligeable de votre temps aux anciens chapitres. Deuxième type d'exercice, de choses à travailler dans votre cours, ce sont les éléments qui ne se travaillent pas avec les exercices. Ce sont ces éléments qui sont un peu plus rares et qui sont moins présents en fait dans les exercices. Donc ce qui fait que, par exemple, si vous faites... En gros, l'idée c'est que vous allez pouvoir faire des exercices et donc les choses qui tombent tout le temps, forcément vous allez les travailler. Mais il y a des choses plus rares que vous n'allez pas travailler assez spécifiquement grâce aux exercices de manière générale. Donc les exercices ne permettent pas suffisamment de les cibler et donc du coup de faire de simples exercices classiques c'est pas assez efficace. Donc ça va être par exemple les formules de cours avec plein de lettres. En fait il y a des formules qui sont utilisables une fois de temps en temps. Voilà par exemple les sommes de Riemann. Voilà, c'est pas non plus utilisé à chaque exercice quoi. Donc ce qui fait que si vous vous contentez de faire des exercices, vous allez buter à chaque fois que vous allez tomber dessus une fois de temps en temps. Il faudra donc forcément faire un travail différent de celui des exercices pour le maîtriser. Pour cela, je conseille l'apprentissage par cœur. Alors la phrase de John von Neumann, je la trouve assez éclairante sur ce sujet, sa citation. En mathématiques, on ne comprend pas les choses, on s'y habitue. Ça permet de justifier en fait que en mathématiques, oui, il faut apprendre par cœur parfois. Parce que les profs de maths ont parfois un peu du mal, ils disent non, il faut comprendre. C'est vrai qu'il faut essayer de comprendre. Maintenant, on ne vous demande pas de devenir des génies en maths, on ne vous demande pas de devenir des mathématiciens, on vous demande de performer des concours. Donc n'hésitez pas aussi à apprendre par cœur. Et voilà, il y a des codes, il y a des systèmes à comprendre, à exploiter en prépa, et il ne faut pas hésiter à exploiter. Il ne faut pas chercher à devenir mathématicien, c'est pas votre but. Donc moi personnellement je pense que c'est quand même une pensée extrême de ce que dit John von Neumann, dans le sens où c'était un peu provocateur, polémique j'imagine, et qu'il est souvent mieux de comprendre les choses, ça je suis d'accord. Mais parfois il est vrai que le par cœur est parfois indispensable. Alors comment apprendre par cœur les maths ? Plusieurs méthodes. Déjà, une chose à comprendre, c'est qu'il faut avoir une méthode active. Toujours s'interroger, ne pas juste lire. Si vous lisez des maths, ça sert à rien, vraiment, ça sert à rien. Donc toujours s'interroger, toujours se dire, par exemple, quelle est la formule de la somme de Riemann. Voilà. Et ensuite, vous essayez donc d'y penser, et ensuite vous regardez la réponse. Donc il y a quelque chose qui est assez pratique pour le cours, pour ces formules un peu chiantes, c'est le petit formulaire. C'est un petit livre rouge qui s'achète sur Amazon, c'est à 10€, c'est pas cher. Sinon vous allez sur le Bon Coin ou sur eBay, vous pouvez trouver des livres d'occasion pas très chers. Ça je le conseille vraiment. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la méthode de la feuille blanche. Donc là ça va vraiment être une méthode d'apprentissage qui va vous permettre de le travailler. En gros, c'est quoi la méthode de la feuille blanche ? Vous prenez une feuille blanche et vous écrivez ce que vous avez retenu. Donc par exemple, vous lisez votre cours pendant 20 minutes, puis après, méthode de la feuille blanche, vous essayez d'écrire tout ce que vous avez retenu. Donc ça peut aussi permettre d'essayer de se souvenir de la structure du cours. Sur tout ce qui est fichage, etc., c'est assez compliqué de savoir s'il faut ficher les maths. Moi personnellement, j'ai développé une méthode de fichage en prépa HEC. Je l'enseigne dans ma formation productivité. Vous aurez un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Je développe une méthode complète de fichage, vous n'aurez plus à vous embêter avec est-ce qu'il faut ficher ou pas, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Donc la méthode de la feuille blanche. Alors le problème de la méthode de la feuille blanche du coup, c'est que en gros, par exemple, si vous avez, je sais pas, par exemple 5 propriétés à prendre et que vous vous dites, voilà, un truc qui peut être bien, si vous avez 5 propriétés, vous notez sur votre feuille blanche le nom des 5 propriétés, sans mettre la réponse évidemment, mais du coup c'est un peu votre question. Par exemple, vous mettez somme de Riemann, et donc le but c'est de trouver la réponse à la somme de Riemann, d'accord ? Le problème c'est que, au bout d'un moment, il y en a quelques-unes sur les 5 qui vont être beaucoup plus faciles que les autres. Donc ce qui fait que, si vous vous contentez de faire ça, au bout d'un moment vous allez vous arriver à un problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir travailler spécifiquement les formules qui sont le plus difficiles pour vous. Et si vous vous concentrez sur les formules les plus difficiles pour vous, évidemment ça va devenir simple. Forcément, si on se met que sur une chose, c'est simple. C'est comme pour un mot de vocabulaire. Un mot de vocabulaire, si on se fait, c'est exactement pareil que pour le vocabulaire. Si vous avez une liste de vocabulaire de 20 mots, au bout d'un moment il y en a qui vont être beaucoup plus faciles que d'autres. Donc, d'un côté, si vous retravaillez tout
c'est pas possible parce que vous allez perdre du temps et vous allez faire des choses trop faciles et vous n'avez pas assez travaillé spécifiquement les choses difficiles. Mais d'un autre côté, si vous essayez de rester dans votre tête seulement les difficiles, ça va devenir très simple. Parce que il n'y a plus que cela, donc forcément vous les retenez, mais dans une mémoire qui n'est pas celle de long terme. Donc, une solution pour ça, c'est ce qu'on appelle Anki. Anki, c'est super. Ça permet en fait de cibler toujours ce qui est difficile, et donc ça va permettre de mettre fin à ce problème. Pareil, la méthode Anki, je l'enseigne dans la formation productivité, mais même vous pouvez retrouver plein de vidéos sur Anki. Moi j'en parle tout le temps sur mon Instagram, vous pouvez aussi aller sur mon Instagram, c'est dans la description. Anki c'est vraiment génial et ça s'applique aussi aux maths. Alors un petit hack, parce que c'est un peu chiant d'écrire des maths sur Anki, pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel de flashcard, donc ça vous permet de mettre des mots, et ça permet pas de mettre des formules mathématiques. Donc une petite solution pour ça, pour pallier ce problème, c'est de prendre, en fait, d'aller sur Google Images par exemple, et vous marquez somme de Riemann, et vous allez trouver une formule, vous copiez-collez la photo, et vous mettez des images dans vos cartes Anki, et ça résout le problème parfaitement. Les exercices de maths en prépa HEC. J'ai déjà pas mal parlé des exercices de maths dans les parties précédentes, mais rentrons un peu plus dans les détails. Les exercices de maths, c'est sans doute ce qui va occuper la plus grosse partie de votre temps lors du travail des maths. Et donc c'est pour ça qu'il faut le travailler de manière méthodique, de manière efficace, parce que si vous effectuez de mauvaises actions, sachant que ça occupe la plupart de votre temps quand vous travaillez les maths, et sachant que les maths occupent la plupart du temps de votre travail en prépa, vous risquez en fait de perdre énormément d'efficacité, de productivité, et donc d'avoir des résultats moindres de manière générale dans votre prépa. Alors la première chose à comprendre, c'est que tous les exercices ne se valent pas. On va appliquer ici ce qu'on appelle la loi de Pareto. Donc la loi de Pareto, c'est une loi qui a été théorisée par Pareto, donc un économiste, et donc c'est une loi qui est utilisée en économie et qui dit que 80% des conséquences, 80% des résultats sont dus à 20% des causes, sont causés par 20% des effets. Donc ça veut dire en gros que en se concentrant sur 20% des causes, on va pouvoir causer donc 80% des conséquences. Donc c'est exactement pareil avec les exercices. Il y a 20% des exercices qui vont vous apporter 80% des résultats. Et en fait c'est pareil dans énormément de domaines. On pourrait dire par exemple dans une annale de maths, 20% des questions vont peut-être amener 16 sur 20. Et c'est pareil dans plein de domaines. Par exemple, 20% des entreprises vont amener 80% du PIB. 20% des employés d'une entreprise vont amener 80% des revenus. 20% des pays concentrent 80% des dépenses de santé. Il y a énormément de domaines dans lesquels ça s'applique. Et des fois, c'est même moins de 20% des causes entraînent plus de 80% des conséquences parfois. Donc voilà. Donc c'est exactement pareil pour les exercices. Et le but c'est d'essayer d'identifier quels sont les exercices les plus efficaces. Donc pour moi en fait il y a 3 types d'exercices. Les premiers types d'exercices ce sont les exercices d'application. C'est en fait la base. C'est ce qui va vous permettre ensuite de réussir le reste. Ensuite vous avez les deuxièmes types d'exercices qui sont les exercices types. Donc les exercices types en gros ce sont les exercices qui ressemblent pas mal à des annales et qui sont les exercices classiques, on va dire, de votre chapitre. Enfin, il y a les exercices plus difficiles, les exercices plus poussés, qui sont de type annale, mais plutôt de type annale HEC, voire même plus durs, ou voilà, qui sont en tout cas pas des exercices classiques, et qui vont entrer un peu plus dans les détails, qui vont aborder une notion un peu plus hors programme, ou à la limite du programme en tout cas. Et donc en fait, quels sont les exercices qui vont amener 80% des résultats? Ce sont en fait les exercices types. Ce sont les 20% des exercices qui vont ramener 80% des résultats. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, ça veut dire que je ne dois pas travailler mes exercices d'application. Non, ça ne veut pas dire ça. Les exercices d'application sont en fait les plus importants parce qu'ils sont nécessaires pour la suite. En fait, ils sont fondamentaux pour les exercices types. Donc c'est pour ça quand
quand on dit que les 20% des causes entraînent 80% des conséquences, c'est pas forcément vrai. Je vous ai dit juste avant que 20%, par exemple 20% des employés amenaient 80% des résultats. C'est vrai que dans une entreprise, bien souvent, ce sont les commerciaux qui permettent d'obtenir 80% des résultats parce que ce sont eux qui signent les deals. Mais sans l'équipe de développeurs, sans l'équipe de ressources humaines, sans l'équipe de ci, sans l'équipe de ça, les commerciaux ne pourraient pas avoir autant de résultats. Donc c'est exactement la même chose. Les exercices d'application permettent d'avoir les bases, permettent d'avoir les fondamentaux qui permettent de comprendre ensuite les exercices types. Les exercices plus poussés, eux, quant à eux, donc les exercices beaucoup plus difficiles, eux n'apportent pas forcément beaucoup. C'est le cas parce que en gros, il y a une grosse erreur, c'est que les élèves vont avoir tendance, par exemple, ils vont se concentrer sur un chapitre parce que c'est le chapitre du moment et vont vouloir réussir tous les exercices. Et en fait, le problème, c'est que à long terme, ils vont passer à un autre chapitre et en fait, limite, ils vont oublier les exercices types, les exercices d'application des anciens chapitres en voulant se concentrer sur les exercices plus poussés du nouveau chapitre. Donc le but, c'est de bien maîtriser tous les exercices types de tous les chapitres avant de vouloir en faire plus. D'ailleurs, il y a aussi d'autres matières à travailler. Donc, les exercices plus poussés, bien souvent, c'est ce qui compose les DM. Les DM, c'est un peu ça, les devoirs maison, qui sont bien souvent facultatifs en prépa, ça dépend. En fait, les DM vont bien souvent être composés d'exercices très difficiles pour approfondir, et c'est pour ça que les DM sont pas forcément ultra efficaces. D'ailleurs, donc moi les DM, ce que je conseille, c'est de ne pas passer trop de temps dessus. Passez le temps que vous voulez, mais en tout cas pas plus que un DS par exemple. Donc plusieurs règles. Il vaut mieux se concentrer sur les exercices types et il vaut mieux se concentrer également, donc comme je l'ai dit, sur les exercices types des anciens chapitres. Ensuite, il vaut mieux passer du temps sur d'autres matières plutôt que de passer du temps sur les exercices plus poussés parce que, comme on l'a vu au début de la vidéo, la progression d'une matière suit une fonction logarithmique ou en tout cas concave, ce qui fait que les premiers points d'une matière sont beaucoup plus faciles à obtenir. Donc si vous êtes mauvais en langue, travaillez plutôt les langues que plutôt essayer de travailler les exercices les plus poussés, les plus difficiles. Ensuite, ne pas oublier une règle, enfin en tout cas une matière qui est souvent délaissée dans les maths, c'est Scilab, Scilab comme préféré, c'est l'informatique en prépa HEC. Bien souvent, les élèves ont tendance à passer très peu de temps sur Scilab, ce qui fait que en fait Scilab c'est quand même un marché avec des offreurs et des demandeurs. Les offreurs de travail en fait ce sont les élèves qui offrent leur travail entre guillemets et les demandeurs de travail ce sont les concepteurs de sujets, ce sont les correcteurs qui demandent aux élèves des exigences en Scilab. Et le truc c'est que du coup s'il y a vraiment peu de monde qui travaille Scilab, il y a très peu d'offreurs, donc ce qui a deux possibles conséquences. La première conséquence, c'est que la demande va être plus faible, va être moins exigeante. Donc en gros, ça veut dire que les concepteurs vont demander moins de difficultés. Donc pour un point donné, la difficulté par question va être beaucoup plus faible. Ou alors le prix va augmenter. Or le prix c'est quoi? C'est les points donnés par question Scilab. Donc pas à difficulté égale par rapport à une autre question. Le nombre de points sur les questions Scilab va être beaucoup plus élevé. Pourquoi on a un marché comme ça? Parce que si on ne respectait pas ce marché, en fait, plus personne ne travaillerait Scilab, il n'y aurait plus aucun intérêt à mettre de l'informatique. Or, les écoles ont besoin de mettre de l'informatique parce que c'est des raisonnements qui vous seront totalement utiles en école et voilà, en tout cas la logique de la programmation est très utile pour la suite. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une courbe logarithmique, une courbe concave dans toutes les matières, et c'est aussi le cas en Scilab. Ça veut dire que les premiers points en Scilab sont beaucoup plus faciles à obtenir que les points suivants. Alors je vais juste mettre une petite nuance en fait parce qu'on dit souvent que il y a une courbe aussi exponentielle en fait. Donc on sait pas trop de quoi on parle quand on dit ça parce qu'on dit qu'en maths les résultats sont exponentiels, les résultats mettent du temps à venir et ensuite c'est beaucoup plus dur à progresser. En fait, je dirais que si vous êtes quelqu'un qui est mauvais en maths, c'est vrai que peut-être que vous allez prendre du temps à être bon, à devenir bon en travaillant. Quand je dis que vous êtes mauvais, vous n'avez pas des bonnes notes. Voilà, il n'y a aucun jugement de valeur ou quoi que ce soit. C'est vrai que du coup, on a tendance à parler de croissance exponentielle. Au début, ça prend du temps à venir. C'est pas évident parce que
on travaille, mais on voit pas forcément le fruit de son travail, étant donné que ODS, vous n'allez pas forcément tomber sur ce que vous avez travaillé, donc il faut être capable d'avoir travaillé énormément de choses pour du coup qu'il y ait vraiment un résultat qui vienne. Donc au début, effectivement, les résultats sont pas évidents à venir et vous allez avoir une croissance très forte par contre au début. Donc du coup cette croissance très forte là par contre va rentrer dans une... Après là ça va devenir concave entre guillemets parce que la croissance très forte c'est pas possible à long terme jusqu'à 20 en fait. Au bout d'un moment ça va devenir de plus en plus difficile de croître. Donc c'est pas totalement exponentiel, on va dire que c'est exponentiel au début puis concave ensuite. Quelque chose de fondamental donc pour les exercices, c'est de respecter la progressivité. Qu'est-ce que c'est la progressivité ? Comme je vous l'ai dit, en fait, il y a 3 types d'exercices. Il y a les exercices d'application, les exercices types et les exercices plus poussés. Et en fait, la progressivité, le but, c'est de commencer par les exercices d'application, de bien les maîtriser, puis ensuite de passer aux exercices types, de bien les maîtriser et enfin de passer aux exercices poussés. C'est de ne pas vouloir brûler les étapes. Il faudrait, en fait, le problème du coup, c'est les élèves qui vont se laisser influencer par une classe qui va aller trop vite ou même une classe qui irait trop lentement. En fait, il y a 2 choses à comprendre. Certaines personnes ont tendance à comprendre les choses plus rapidement que d'autres. Et d'autres personnes ont besoin de plus de temps pour comprendre ces choses. Ça ne veut pas dire que les personnes qui prennent plus de temps sont moins intelligents. D'ailleurs, parfois, c'est même l'inverse, c'est même le contraire. Les gens qui vont comprendre les choses plus lentement, en fait, vont le comprendre plus profondément et vont avoir une réflexion beaucoup plus poussée que les premières personnes. Leur réflexion va être beaucoup plus profonde et ça va aussi améliorer leur instinct mathématique, ce qui va se ressentir notamment pendant l'école, qui sont donc les interrogations orales en mathématiques, où on va voir vraiment un instinct mathématique beaucoup plus immédiat. Au-delà du fait que certaines personnes comprennent mieux que d'autres, pour une personne donnée, il y a des chapitres qu'on va beaucoup mieux comprendre que d'autres. Par exemple, certaines personnes vont être beaucoup plus à l'aise avec les probabilités que d'autres, ou avec l'algèbre, etc. Il faut donc avant tout s'écouter et respecter la progressivité, ne pas brûler les étapes, mais aussi ne pas se censurer, je dirais, dans les 2 cas, si vous êtes peut-être dans une prépa un peu plus, on va dire, modeste. Donc il faut respecter la progressivité, c'est-à-dire commencer par les exercices d'application et tant que vous ne les avez pas maîtrisés, même si votre prof vous demande de faire un exercice déjà un peu plus compliqué pour la fois suivante, le faites pas, c'est pas grave. Prenez la correction la fois suivante et vous le referez quand vous voudrez. Moi c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué en discutant avec d'autres personnes, quand j'étais moi-même en classe préparatoire. Moi j'étais pas quelqu'un par exemple qui comprenait ultra vite, ça allait, j'étais moyen au niveau de ça, j'hésitais pas à faire l'exercice d'application plusieurs fois. Mais j'ai vu des personnes comprendre encore plus lentement que moi, mais pourtant avoir de très 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 bonnes notes en concours. Et pourtant j'ai vu des personnes qui comprenaient très vite. Voilà, elles allaient dès le début au tableau participer, et pourtant avaient des notes très 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 moyennes. Parce qu'au début, voilà, ils s'y mettaient à fond dessus, toute la soirée ça travaillait dessus, bon, voilà, ils comprenaient bien, mais c'était pas efficace en fait à long terme. Voilà, donc écoutez-vous bien. Et ne soyez pas impressionnés par à quel point les autres vont vite, parce que souvent, il y a aussi un effet de démonstration, les gens impressionnent plus que ce qu'ils valent réellement. On passe maintenant à la partie anale. Alors ce sera une partie un peu plus rapide. La partie anale, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les annales, c'est pas quelque chose de beaucoup plus difficile que les exercices. Donc il faut pas non plus être trop impressionné par les annales et se dire que ça va être ultra compliqué, c'est pas forcément vrai. C'est juste que, c'est sûr que si vous commencez à regarder les annales en première année, ça va être compliqué parce que ce sont des chapitres que vous n'avez pas encore vus, donc c'est sûr que ça va vous paraître impressionnant. Moi, mon conseil avec les annales, c'est de les démystifier en commençant le plus rapidement possible. Et pour cela, il y a un livre qui est vraiment exceptionnel, je vous le mets à l'écran, je vous mets la référence à l'écran. C'est un livre qui recense toutes les annales EDHEC, qui a été écrit par Rondy, je sais pas son prénom, mais voilà, c'est Rondy. Et donc, c'est un livre qui recense toutes les annales EDHEC avec un petit tableau qui va vous dire quels sont les exercices de première année, les annales que vous pouvez réaliser grâce au programme de première année. Ça va vous permettre quoi ? Ça va vous permettre dès la fin de votre première année, une fois que vous aurez effectué tous les chapitres de première année, de commencer à effectuer des annales. Et ça c'est assez excellent, et c'est d'ailleurs ce que je recommande de faire pendant les vacances, entre la première année et la deuxième année en mathématiques, c'est de faire ce type d'annales. Ça va vous permettre de vous mettre dans la difficulté et ça va permettre en fait du coup de réviser ce qui est efficace. Donc ça c'est vraiment génial, je trouve, de se confronter le plus rapidement possible aux annales. Donc ça, voilà, moi c'est ce que je conseille. Première année, pas d'annales, faites vos exercices types. À la fin de votre première année, commencez par ce livre.
Ensuite, ce livre, vous pouvez également le continuer en deuxième année. Dès que vous avez fini un chapitre, vous pouvez travailler un exercice d'anal EDEC de manière thématique, c'est-à-dire que le livre va recenser quelles sont les notions abordées dans chaque anal, et donc ça va vous permettre de directement faire les annales adéquates. Ensuite, au fur et à mesure de la deuxième année, vous allez pouvoir réaliser de plus en plus d'annales. Et donc, moi, je vous conseille de rester sur les annales EDEC et EM Lyon, en tout cas, qui sont les exercices qui sont le plus centrés du cours. Et ensuite, vous allez de plus en plus approcher des concours. Donc là, la question des annales va se poser. Alors moi, j'ai une approche très, on va dire, personnelle. C'est que moi, je considère qu'il ne faut pas forcément énormément faire d'annales parisiennes. Parce que, paradoxalement, pour préparer les annales parisiennes, le mieux, c'est de ne pas faire énormément d'annales parisiennes. Ce ne sont pas celles qui, par rapport à l'investissement que vous allez donner, vont vous apporter le plus de choses. C'est ça qui peut paraître paradoxal, mais en fait, les annales parisiennes sont tellement spécifiques à des notations, à un contexte, à un environnement particulier, que ça fait que quand vous allez les travailler, vous n'allez pas finalement retenir énormément de choses. Moi, du coup, ce que je vous conseille plutôt, si vous arrivez à la fin de la préparation, que vous visez des écoles parisiennes, que vous visez donc voilà les meilleures écoles, et donc que EDEC, on va dire entre guillemets, c'est déjà assez facile pour vous, je vous conseille de vous concentrer sur le problème des annales EDEC, qui est souvent plus difficile, et qui fait une bonne transition entre les annales EDEC et les annales parisiennes. Ensuite, je vous conseille de faire quelques annales parisiennes, quelques rares annales qui sont vraiment très utiles. Et aussi, je vous conseille quand même d'en faire quelques-unes pour vous habituer aux notations. Et vous verrez qu'en fait, c'est juste une question de notation, et que si on s'y repère bien, donc là, ça s'acquiert avec l'entraînement, donc c'est là où c'est utile de faire des annales parisiennes, eh bien, ce sera utile de ce point de vue-là pour les notations, mais pas pour les mathématiques qui sont dedans. En tout cas, c'est mon avis. Comment bénéficier au maximum des annales, ou en tout cas, ou même de vos DS? En fait, il y a une stratégie qu'il faut vraiment prendre en compte pour bénéficier de tous les exercices que vous faites, donc les DS et les annales. Et une grosse erreur que les élèves font, c'est qu'en gros, ils reçoivent leur DS, qu'ils aient une bonne note ou une mauvaise note, ils ne le relisent pas. Ou alors ils vont faire des annales, ils vont passer 2 heures sur une annale et ils vont corriger en 5 minutes. C'est une énorme erreur. En fait, là où vous allez le plus progresser, c'est en reprenant vos copies de DS, et c'est en reprenant la correction, en étant sûr d'avoir la notation exacte. Il ne suffit pas de faire un exercice, de se rappeler globalement de ce qu'on a fait, de lire la correction, de dire oui, c'est à peu près pareil. Non, il faut vraiment être exactement comme... tous les arguments sont importants, donc il faut vraiment être exactement pareil, il faut être très rigoureux, et donc il faut vraiment reprendre au maximum. Donc ça, c'est vraiment super important de reprendre au maximum vos copies et vos exercices. Alors, et du coup, comment en fait matérialiser, comment retenir à long terme ce que vous faites en annales, ce que vous faites lors de vos DS. En fait, le but, ça va être de tenir un cahier dans lequel vous allez noter tout ce que vous avez appris lors de l'annale. Par exemple, s'il y a un endroit où, je sais pas, vous pensiez avoir bon et finalement vous n'avez pas eu bon, notez pourquoi. C'est là, en fait, c'est ça le plus important. C'est quand vous pensiez avoir bon et que vous n'avez pas eu bon. Ou alors, c'est quand vous avez fait tout l'exercice, vous sentez que vous êtes à la fin, et là il vous manque un petit élément pour passer. Notez cet élément, notez ce que vous a manqué, notez à quoi vous n'avez pas pensé, notez ces petits éléments. Pas seulement, ça sert à rien de ficher un exercice, de recopier un exercice, ça c'est débile, ça sert à rien. Notez le petit élément, notez dans la récurrence le truc qui vous a bloqué pour arriver au bout des choses. C'est ça le plus important. Donc ça, la tenue d'un cahier, c'est vraiment ultra efficace. Ok, maintenant on va passer donc à la fin un peu de cette vidéo, où on va évoquer plusieurs petites questions. Voilà, je vous ai posé des questions sur mon Instagram, donc je vais mettre de manière anonyme les questions, parce que voilà, c'était le deal, c'était vous me posez des questions et moi j'y réponds de manière anonyme. Donc, du coup, la première question c'était donc quels sont les ouvrages en prépa à avoir, quels sont les livres à acheter. Alors en gros, moi je vais vous dire une chose, c'est que j'ai pas testé tous les livres, donc je ne sais pas quels sont les bons livres, mais pour moi il y a vraiment beaucoup de bons livres en prépa. Donc le but c'est d'avoir un manuel à côté de vous, à côté de votre cours, qui soit on va dire assez généraliste, qui va vous permettre d'avoir les maths, toutes les maths avec plein d'exercices, pas pour approfondir, mais voilà, après ça c'est une vision différente. Vous pouvez avoir un très bon prof avec de très bons exercices. Moi c'était le cas, j'ai eu des bons profs par exemple, mais je détestais prendre la correction au tableau, je trouvais ça vraiment horrible. Après manger, vous êtes en pleine digestion, vous avez envie d'une chose, c'est dormir, et là t'as le prof qui écrit son exercice sur 5 tableaux différents, t'as oublié tes lunettes, tu vois que dalle, c'est vraiment horrible.
Donc ça, c'est un avis vraiment personnel. Donc quand c'était un exercice, on va dire, type, et que je pouvais le retrouver dans mon manuel, voilà, je le faisais dans le manuel. C'était pas... moi, ça me saoulait de suivre l'exercice au tableau, mais ça, c'est très personnel. Donc, avoir un livre de maths qui soit le plus généraliste, mais ne pas en acheter plein, quoi. Il y en a plein qui sont... Voilà. Moi, j'en ai testé un, c'est le Rondi rouge, première année, deuxième année. Attention, c'est très cher en neuf, donc ne pas l'acheter neuf, achetez-le plutôt en occasion, par exemple. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un livre excellent. Qui est, moi, en tout cas, je l'ai trouvé très bon. Ensuite, je vous conseille le petit formulaire rouge dont je vous ai déjà parlé pour le cours. Ça, pareil, c'est 10 € en neuf. Vous pouvez le trouver aussi en occasion. Et également, donc, comme je vous ai dit, le livre pour les annales EDEC. Ensuite, tout le reste, pour avoir des annales, vous pouvez aller sur Internet. Ça se trouve assez facilement. Et voilà. Donc ça, c'est les ouvrages. Je vous conseille vraiment pas d'en acheter plus. Ce serait vraiment gâcher votre argent. Ensuite, il y a une question qui m'a été posée, donc en gros, ça évoquait la progression en mathématiques. Donc j'en ai déjà parlé et j'aimerais faire un parallèle avec l'effet cumulé, qui est quelque chose dont je parle beaucoup sur mon Instagram. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mon Instagram, il sera dans la description. En gros, qu'est-ce que c'est l'effet cumulé ? L'effet cumulé, c'est un livre qui a été écrit par Darren Hardy et qui explique en fait que chaque petite action que vous mettez en place au quotidien va avoir des effets vraiment énormes à long terme, alors que à court terme, ils n'ont pas d'impact, voilà, voire même des fois un impact un peu négatif, parce que vous allez vous mettre, ça peut avoir un impact vraiment négatif, mais ça va avoir un impact vraiment négligeable en tout cas, et donc à long terme par contre ça va avoir de très très gros effets. En fait, c'est par exemple si vous mettez 1 € sur un livret tous les mois, au début ça n'a vraiment aucun impact, mais si vous avez un gros taux d'intérêt, au bout de plusieurs dizaines d'années, 7 € il vaut 1 million. Hein. Si vous regardez combien valait 1 € à l'époque et maintenant combien il vaut, donc bon, là, évidemment c'est avec l'inflation, mais voilà, en gros c'est ça l'idée, c'est l'idée des intérêts à la banque, c'est l'idée des intérêts composés, mais ça se matérialise aussi dans plein de choses. Si par exemple vous vous mettez à lire 10 pages par jour, voilà, au bout du mois vous lisez 300 pages, et donc 300 pages c'est quoi ? C'est 2 livres peut-être, 2 livres de 150 pages, à la fin de l'année vous avez lu 24 livres. Mais si vous avez lu 24 livres à la fin de l'année, vous êtes au-dessus de la majorité des gens. Et donc ça s'applique en mathématiques. Le but ça va être de trouver votre petite action, votre petite habitude que vous pouvez mettre en place tous les jours et que vous allez être obligé de suivre, c'est-à-dire même pendant les vacances scolaires. Il ne faut pas attendre que ce soit votre prof qui vous mette la pression parce que vous avez un DS le samedi pour vous mettre à travailler. Non, l'objectif c'est vraiment de travailler de manière naturelle parce que vous savez que ce sera utile pour votre concours dans 2 ans. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place ? Une petite action simple qui fait que même un jour où vous avez la flemme, même un jour où il vous arrive quelque chose de terrible, vous allez réussir à faire cette action tous les jours en mathématiques. Par exemple, vous pouvez vous dire, je vais réaliser un exercice de maths tous les jours. Voilà, un exercice de maths tous les jours, je peux vous dire que si vous avez réalisé un exercice de maths tous les jours pendant vos grandes vacances, vous serez au-dessus de 90% des gens. C'est super simple, mais personne ne le fait. Donc pensez à cette petite action, pensez à l'effet cumulé que ça aura à la fin. Les maths ne sont pas faites pour moi. Je voulais aussi revenir sur cette expression, qui est une expression qu'on m'a déjà en fait envoyée dans un mail, qui est donc pour moi les maths sont pas faites pour moi. Je suis pas un matheux. Heureusement, je vais essayer d'avoir de meilleures notes dans les autres matières. Alors il y a une part de vérité dans ça, mais je vais essayer de vraiment de contrebalancer ça. Alors il y a une part de vérité dans ça, dans l'idée qu'il y a quand même des personnes qui, c'est vrai, ont plus de facilité que d'autres, arrivent en prépa avec déjà de grandes facilités, ils ont juste à maintenir. Et donc ce qui fait que les élèves qui ont plus de difficultés au concours vont peut-être viser par exemple 12 en maths pour essayer de limiter la casse et vont essayer d'avoir de meilleures notes dans d'autres matières où ils sont meilleurs. Néanmoins, je voudrais vous dire que c'est sûr que si vous êtes à 2 mois des concours, et c'est évident que vous n'allez pas changer d'un coup, je peux vous dire qu'il y a des gens qui démarrent de vraiment très bas et qui finissent dans les premiers, donc déjà vous pouvez y croire, ça il n'y a pas de souci. Et je voudrais citer, j'ai pas lu le livre, mais je sais globalement quelle est l'idée. C'est le livre d'Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau, et qui parle du fait que beaucoup de gens pensent ne pas avoir les maths et que en fait ils développent une phobie au niveau des maths, qui fait que même leur cerveau intériorise qu'ils sont mauvais en maths, et le fait de voir une équation en fait, ça va les repousser des maths. Bon, j'ai pas lu le livre encore une fois, donc ma citation n'est pas très précise, mais en tout cas l'idée c'est que notre cerveau,
notre cerveau va intérioriser ça, et donc c'est ce qui fait que on va pas réussir en fait. C'est un peu une prophétie autoréalisatrice si vous voulez. Donc quand vous pensez que vous êtes mauvais, vous êtes en réalité vraiment mauvais. Donc mettez-vous à y croire. Là c'est l'aspect un peu bullshit motivation, mais vraiment vous pouvez vraiment y croire. Si vous commencez à croire en vous, si vous êtes rigoureux, si vous passez un peu plus de temps que les autres, sachez une chose, hein, c'est que l'effet cumulé il a vraiment de vrais effets, j'en ai parlé juste avant. Pensez vraiment que c'est quand vous atteindrez votre limite, vous dites bon là je commence à en avoir marre, sachez que c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde atteint sa limite à un certain moment, tout le monde a des difficultés à un certain moment, et donc si vous arrivez à faire un exercice de plus que les autres, si vous arrivez à continuer, je pense par exemple aux vacances scolaires, personne ne fout rien, si vous arrivez à être rigoureux, à en faire tous les jours, je peux vous dire que vous dépasserez largement les autres, même si vous partez de très loin. 2 caractéristiques des mathématiques en prépa HEC au niveau des concours, c'est que les mathématiques, au même titre que les langues, sont une matière sûre. C'est-à-dire que bien souvent, c'est une matière où il n'y a pas de surprise. Les élèves qui sont très bons ont souvent des bonnes notes au concours. Donc ça, comment l'expliquer ? En gros, les maths, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. C'est pas une dissertation. Vous devez en effet le travailler plus dans votre planning. Vous devez le pondérer de manière plus importante. Parce que les coefficients des mathématiques, c'est peut-être 8 sur 30, c'est déjà pas mal. Mais du coup, vous devriez peut-être passer un tiers de votre temps sur les mathématiques parce que c'est sûr. Et donc, ce qui fait que vous valorisez encore plus votre temps. Donc, elles sont très fiables, mais elles sont aussi discriminantes. C'est-à-dire que les mathématiques, c'est un moyen très facile comme les notes s'étalent de 20 à 0, entre guillemets, vous avez vraiment la possibilité de faire la différence sur cette matière. Une question qui m'a été posée, qu'est-ce qu'on doit travailler en mathématiques entre la première et la deuxième année ? Alors j'y ai déjà pas mal répondu, pour moi il faut faire des annales EDEC, ce que vous pouvez faire en première année, comme ça va vous permettre de vous tester, et sinon vous pouvez reprendre donc chaque chapitre un à un. Par exemple, vous pouvez vous fixer une semaine un chapitre et vous allez faire directement les exercices, le cours, peu importe. Tant que vous faites des choses tous les jours, ce sera largement bénéfique à long terme et vous pourrez largement le reprendre en deuxième année. N'essayez pas de vous fixer par exemple un objectif pendant les vacances, je dois tout refaire. Ça c'est vraiment un objectif mauvais, il faut se fixer des petits objectifs chaque jour. Chaque jour, je vais faire 2 exercices. Mais ce sera très très bien, à la fin des vacances, vous aurez fait largement plus que les autres. Une autre question qu'on m'a posée, comment bosser les maths avant un DS ? Combien de temps il faut les travailler, etc. Alors combien de temps ? Donc ça c'est une très bonne question parce que moi c'est une erreur que je faisais quand j'étais en première année, c'est-à-dire que je bossais 50 heures les maths avant un DS, en plus des cours, donc c'est pas mal, hein. Et les semaines où il n'y avait pas de maths, je faisais pas de maths. Donc voilà, donc j'ai totalement arrêté de faire ça en deuxième année. Je me suis mis à bosser les maths de manière régulière toutes les semaines. Et ça a totalement changé la donne, évidemment. C'est beaucoup plus efficace, encore une fois, ça renvoie à l'effet cumulé. C'est-à-dire que si vous faites une chose tous les jours, ça va avoir un effet d'autant plus élevé que la somme d'heures que vous faites, entre guillemets. Donc, ce qui fait que il faut... Je vais pas vous dire le nombre d'heures que vous devez travailler vous chaque semaine. Je dirais juste que vous ne devez pas changer votre nombre d'heures par semaine parce qu'il y a un DS. Donc c'est toujours le même nombre d'heures par semaine. Donc moi du coup, comme je vous ai dit, je conseille de pondérer un peu plus les maths dans votre emploi du temps. Mais du coup, vous conservez la même chose d'une semaine à l'autre. Vous pouvez, si vous avez du mal à ne pas du tout travailler en plus pour le DS, vous accorder 2 heures de travail en plus la veille où vous mettez une plage horaire DS. Ce qui fait que les jours où vous avez par exemple un DS de Géopo, vous pouvez revoir un peu plus que d'habitude. Et si vous avez un DS de maths, vous pouvez revoir votre cours si ça vous rassure vraiment. Même si encore une fois, le DS, ça ne devrait pas être quelque chose qui vous préoccupe tant que ça. Ensuite, j'ai une question. Est-ce que c'est réaliste de vouloir des bonnes notes au concours en partant de plutôt bas ? Alors ça, j'y ai répondu juste avant. En fait, évidemment que oui, c'est totalement réaliste. Il faut viser des bonnes notes parce que sinon, vous travaillerez jamais de manière efficace en étant motivé. Si vous dites que dans tous les cas, vous n'aurez pas de bonnes notes. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, encore une fois, c'est une vidéo que j'avais déjà faite sur la fixation d'objectifs. Il ne faut pas se fixer des objectifs trop lointains parce qu'on a tendance en tant qu'humain à valoriser la gratification immédiate. C'est-à-dire que entre actuellement faire du sport, penser à ma santé dans longtemps
et bouffer un paquet de chips qui va me faire plaisir maintenant, qui va m'apporter du réconfort, eh bien on va tous choisir, si on était vraiment si on réfléchissait pas, on prendrait le paquet de chips. Maintenant, il faut penser à long terme évidemment, mais c'est pas évident, c'est pas humain. On a toujours une préférence pour le présent. Hein, même en économie, on parle de préférence pour le présent. Et donc, ce qui est important, c'est de se fixer des petits objectifs à court terme. Et c'est là où je suis d'accord que le DS peut être utile, parce que du coup, le DS va vous motiver à travailler, et donc si vous voyez des augmentations de notes, ça peut vous motiver. Mais c'est le seul avantage que je vois dans le DS. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est plutôt de se fixer des premiers objectifs à court terme, valoriser les petites victoires, comme par exemple passer du 8 à 9, valoriser les petites victoires même chez vous, par exemple si vous faites un exercice de maths et que vous arrivez à le faire pour la première fois, valorisez-le. Et surtout, ne soyez pas gênés par rapport à d'autres personnes qui réussissent largement mieux. Vous pourrez largement les rattraper par la suite si vous y croyez, si vous mettez les moyens, par exemple pendant les vacances scolaires, et n'essayez surtout pas d'aller trop vite. Pensez à l'effet cumulé. Ok, question assez large sur l'organisation. Donc là, c'est un peu compliqué d'y répondre comme ça, surtout que c'est une question assez large, et donc organisation en mathématiques, bon, je dirais ça renvoie au livre qu'on a, je dirais ça renvoie à son planning. Moi, je conseille de travailler tous les jours les maths. Même les jours où vous avez la flemme, forcez-vous à faire un petit exercice. Aussi, par exemple, après un DS, ça veut pas dire que vous devez arrêter de travailler les maths pendant le week-end, pendant la semaine. Je pense que c'est ça, quand on parle d'organisation, comment s'organiser, je pense qu'on parle de ça. Ensuite, il y a aussi la question de comment on structure une séance de travail. Par exemple, une séance de travail de 2 heures. Moi, je conseille de faire des pomodoro. J'en parle dans ma formation productivité. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Aux 25 minutes, par exemple, vous pouvez commencer par 25 minutes de cours, puis 25 minutes d'exercice. Je parle de mes séances de travail type dans ma formation gratuite que je vous ai mise dans la description. Vous recevez cette vidéo, donc je parle de mes séances type. Voilà, pour moi c'est ça l'organisation. C'est un peu compliqué à répondre comme ça en quelques minutes, mais j'espère quand même avoir répondu à la question. Alors ensuite on me demande s'il est judicieux de cuber lorsqu'on est faible en maths. Alors ça c'est une question, c'est assez compliqué de répondre pour moi, parce que pour moi j'ai déjà vu des avis sur ça qui étaient assez étonnants pour moi. C'est super bizarre de répondre comme ça de manière aussi assurée. Pour moi, si on est faible en maths et qu'on a des mauvaises notes en concours, on peut que avoir mieux ensuite. Donc pourquoi pas. Pour moi personnellement, je pense que s'il y a bien une chose qu'on peut travailler et améliorer, c'est les maths. Donc c'est sûr que si tu es faible en maths, forcément, si tu te mets à travailler les maths pendant 1 an et que tu progresses, effectivement, tu auras une meilleure note au concours. Alors que justement, si tu me dis que tu as une mauvaise note en philosophie, que tu es faible en philosophie, c'est pas parce que tu vas te mettre à travailler à fond la philosophie pendant 1 an que tu vas avoir une augmentation de notes comme en maths. Donc je dirais que, justement, il est super intéressant de cuber quand on est mauvais en maths. Faut-il connaître tout son cours par cœur ? J'en ai parlé déjà dans la partie cours, on va dire, mais c'est vrai que il y a une partie du cours qui s'acquiert de manière automatique en travaillant les exercices. Donc ça, évidemment, si tu fais des exercices, il n'y aura pas de souci. Maintenant, sur les définitions, sur les éléments plus, on va dire, plus rares, est-ce qu'il faut le savoir par cœur ? Ça, c'est une question un peu complexe. Je peux pas y répondre vraiment parce que, en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre un peu de ton ambition. Si tu vises HEC, par exemple, il faudra savoir ton cours totalement par cœur. Mais je vais pas te mentir que si tu vises EDEC, si tu vises d'avoir une bonne note à l'EDEC, il n'y a pas besoin de savoir tout par cœur, honnêtement. On peut s'en sortir seulement avec de bons exercices et une connaissance de certaines formules. Voilà. Je dirais ça, même si, pour le coup, c'est un avis personnel et il faut pas le prendre comme une vérité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir aidé un petit peu. Vous avez plusieurs ressources dans la description, j'en ai déjà parlé. Donc, la première chose, la formation gratuite de cette vidéo, la formation productivité qui va vous permettre de devenir beaucoup plus productif. Donc là, c'est une formation payante. Et la formation Scilab qui va vous permettre de devenir une machine en Scilab et d'augmenter considérablement votre note en maths. Encore une fois, c'est payant et vous pouvez le retrouver dans la description. Par contre, vous avez, si vous voulez du contenu gratuit, 7 vidéos gratuites qui vont vous aider à progresser en mathématiques en 7 jours. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres vidéos.
Et aussi mettez un petit like pour le travail, parce que c'était une grande vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps. Donc si vous pouviez mettre un like, ça m'aiderait beaucoup. Et voilà, je vous dis à la prochaine et bon courage pour votre classe préparatoire.